Bonjour à tous. Donc nous on va parler de Drive to Store. Je vais parler directement au slide d'après. Je suis Stéphane Messica, je suis le patron de Kinaps. Kinaps, c'est une agence de conseil qui fait de la data et de la transformation numérique. Donc c'est bizarre pour parler de Web to Store, mais en fait on a des sujets. On a beaucoup de sujets qui sont liés entre l'analyse des données et le Web to Store, et on va en parler avec nos deux intervenants qui ont des histoires qui sont complètement différentes. Emmanuel qui vient de Kiabi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Denis qui vient plutôt de Gannes. Plutôt, oui. Bonjour. Et qui ont deux visions du Web to Store qui est complètement différente. Un dans les services, l'autre dans le retail, et donc qui vont vous apporter une approche, une vision assez écartée de ce qu'on peut utiliser, et on fera vous intervenir. Avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. Donc c'est le moment crucial où je suis le premier à vous faire tester votre appli mobile. Donc là, j'ai une question pour vous. Ah ouais, cool. Elle s'affiche comme ça, ok. Donc voilà la question. Et donc là, il faut utiliser la web app sur le site de l'EBG pour répondre. Et normalement, moi, je dois pouvoir voir... Non. Voilà. On peut reavoir la question? Pardon. C'était un test, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, merci. Donc sur la web app, allez dans l'onglet Live voilà, pour participer au sondage. Merci. On est dans la salle Viscount. Donc Live, salle Viscount, et une fois que vous êtes dans la salle Viscount, voilà, là je vois qu'il y en a qui ont compris puisqu'il y a 6 votes. Je m'arrête à 30, ça serait bien, 30 par rapport à combien on est dans la salle. Non? 30 c'est bien? Plus? 30 c'est bien. Est-ce que, en attendant, est-ce que vous pouvez répondre honnêtement, parce qu'on a un peu préparé, donc vous connaissez la réponse. Est-ce que vous pouvez me dire honnêtement, vous, ce que vous auriez pensé? Combien il y a de... Quelle est la proportion qu'Internet a pris dans les achats réels? Donc moi j'aurais mis plus proche de 79% parce que c'est un peu le chiffre du marché dans le textile. Alors après, on peut se dire que je dirais pareil. Okay. Même si ce n'est pas les chiffres tout à fait qu'on peut avoir dans le domaine des services où il y a de la dématérialisation. Pourquoi? C'est beaucoup plus? On va dire qu'en tendanciel, ça peut être beaucoup plus, ouais. Sur certains types de produits. Donc, est-ce que vous avez une idée de... Bon, on va s'arrêter, 25, c'est bien. Je crois qu'on peut voir les résultats. 25, est-ce que ceux qui n'y arrivent pas, ils le font exprès ou est-ce qu'il y a des problèmes techniques? Ah, voilà, c'est bien ça. Donc, ça ne marche pas, on me dit. J'ai un écho général de ça ne marche pas. Ouais. Oui, il y a une abeille. Il y a peut-être trop de monde sur le réseau. Stéphane, tu peux le faire à la main? À la main? Ah, mais les gens, ils ont que 2 mains. Et j'ai 4 réponses. Donc voilà un petit peu les chiffres qu'on a. Donc il y a quand même une perception globale. Je suis rassuré par ces chiffres parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Il y a une perception globale que le web a pris une énorme part de marché sur le in-store et sur le physique. Et donc là, on remarque que sur 26 votes, il y a 70% qui pensent, il y a 53% qui pensent que c'est 68%. Donc il a pris pratiquement un tiers du chiffre d'affaires. En fait, le vrai chiffre, c'est 90%. Il y a 90% des ventes qui se font encore dans les magasins. Et je trouve que c'est un chiffre intéressant parce que les boutiques en ligne, ça fait assez longtemps que ça existe. Et on pourrait se dire, maintenant c'est assez mature, on pourrait se dire que ce chiffre il est assez stable, donc ça a pris 10% du marché. Les gens aiment quand même continuer à acheter en boutique. C'est pas perdu, même aux États-Unis. Ok. Donc, premièrement, premier constat qu'on a fait ensemble, c'est que Internet, d'abord, avant ça, Emmanuel, tu peux nous dire le chiffre pour Kiabi environ? Donc nous, on est un peu éloigné du marché. On fait plutôt 90% en magasin et 10% oui, sur c'est d'accord, c'est le même. Voilà, donc on est le même dans le marché du textile est à 15%, sauf que le marché du textile est un mélange d'acteurs pure players qui font du 100%
et d'acteurs plutôt cross-canaux qui font en dessous de 5. Donc, pardon, Internet n'a pas conduit complètement à la fin du commerce physique, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il a conduit à une autre manière de faire du commerce, à une autre manière d'attirer les acheteurs, à une autre manière de regarder les comportements et à une autre manière de faire des ponts entre ce qui se passe online et ce qui se passe offline. Et c'est ce dont on va parler dans cette séance, c'est comment on fait les ponts entre ce qui va se passer sur vos tablettes, ce qui va se passer sur nos téléphones et sur votre ordinateur, et ce qui se passe en magasin, vu qu'on a fait le constat que les gens vont quand même acheter dans les magasins. Quelques chiffres, donc juste pour compléter ce que j'ai dit. Premièrement, il y a une baisse de 11%, donc c'est assez lié, hein. Il y a une baisse de 11% du trafic, pas seulement des ventes, mais du trafic physique dans les magasins. Donc il y a moins de gens qui se baladent dans les magasins, mais seulement 11%. On pourrait imaginer que c'est plus quand on nous passe à la télé le Black Sunday aux États-Unis, ou le Black Monday, je pense plutôt. Et le Black Friday. Le Black Friday, on a l'impression que c'est un e-Black Friday. Ils n'arrêtent pas de nous dire, en fait, c'est des Black Friday en ligne, c'est Amazon. Quand on voit tout ce que Amazon amasse comme part de marché, en fait, ça fait qu'il y a une baisse de 11% des visites en ligne. Et malgré tout, il y a 90% des gens du secteur du retail qui continuent à acheter en magasin parce que ils veulent toucher, parce qu'ils veulent sentir, parce qu'ils veulent essayer, parce qu'ils veulent avoir le produit directement en temps réel, etc. Mais pourtant, ils vont aussi choper online. Ils vont aussi acheter. Oui. 11% vous mettez en un an ou ça, c'est sur un an. C'est enregistré en 2016 en entier. C'est-à-dire oui, c'est plutôt beaucoup. Oui, mais ça, c'est... Oui, c'est plutôt beaucoup. Mais en fait, mais ça, on garde 90% des achats globaux qui restent quand même en ligne. Donc, c'est quand même... Qui restent, sur site. Ça veut quand même dire que les gens qui viennent, ils viennent pour acheter. Les gens qui viennent, ils font le déplacement jusqu'à la boutique, ils font le déplacement jusqu'à l'endroit, ils viennent pour acheter. Alors, je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que tu me disais tout à l'heure. Peut-être tu peux dire un mot, chez vous, ça n'a pas tellement changé, ce chiffre. Aujourd'hui, on ne voit pas encore ce changement-là. On ne voit pas de taux de transfo magasin qui change. Mais en général, là, ce chiffre-là, même si ça baisse de 11%, ça garde 90% du volume et que ça baisse de 11% en un an, ça veut bien dire que la qualité des gens qui rentrent dans les magasins, elle est plus importante et que les gens, ils ont déjà fait leur analyse, qu'ils savent pourquoi ils sont là, qu'ils ont déjà lu sur Internet ce qu'ils voulaient acheter, etc. Après, je vais me permettre juste de compléter entre les produits qui s'adressent à des particuliers et les produits qui s'adressent à des professionnels. On se rend compte que, en tout cas sur les produits de l'assurance, que l'achat se fait plutôt en relation interpersonnelle quand il s'agit de produits pour les professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir un rôle qui est alloué au web, mais on va dire que la démarche du contact de l'individu à l'individu est quand même très très marquée. En B2B. En B2B, oui. Okay. La deuxième analyse qu'on peut faire, c'est que les gens ont envie de faire de la multicanalité, ont envie de faire de l'omnicanal. Ils ont envie d'aller voir ce qui se passe sur leur téléphone portable, comme vous faites tous en ce moment, pour voir plein de choses, et en même temps, aller toucher à la boutique. Et ça implique quelque chose d'important, c'est que on va passer d'un mode qui était product-centrique à un mode qui est customer-centrique. Parce que maintenant, vous allez devoir acquérir le client avant qu'il vienne dans le magasin, avant qu'il touche le produit, avant qu'il le voit. La question de l'acquisition de la clientèle, elle va se faire online. Et après, vous allez amener vers le magasin pour qu'il touche, pour qu'il essaye, pour qu'il achète, etc. Et donc, il faut repenser sa gestion de données, sa gestion de stock, etc. autour des clients, ses campagnes marketing, plutôt qu'autour des produits. Et ça, je pense que tu peux donner un exemple de ce que vous avez fait là-dessus, et même chez GAN. Donc nous, on a travaillé des clusters clients et on fait des matchs entre des associations de produits et des clusters clients. Et on ne travaille plus uniquement une cible un peu fantasmée, un peu rêvée d'une cliente très type, et on travaille plusieurs cibles.
Et ces cibles-là, elles sont faites par de l'analyse de données en amont, etc. Oui, tout à fait. Donc vous avez créé un cluster plus ou moins big data pour analyser tout ça. Oui, un cluster Hadoop pour pouvoir croiser toutes ces infos. Et vous, c'est en cours aussi? Voilà, et c'est pareil, en fait, on a la possibilité à travers le marché de l'assurance de capter énormément d'informations, ne serait-ce que le taux d'équipement, la sinistralité, différents éléments qui vont permettre en fait d'adresser le bon message à la bonne cible et du coup de les inciter sur un web to store, à les inciter à venir discuter avec leur agent. Le deuxième constat, donc il faut être customer centric, on a l'omnicanalité. Le deuxième constat, c'est le temps réel et... Ah ouais, non, je préfère voir ça. Je peux voir les slides plutôt? Pourquoi c'est moi? Voilà, c'est mieux. Le temps réel est permanent. On veut trouver un produit tout de suite, tout le temps. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas disponible. Et j'en rediscutais avec Emmanuel tout à l'heure. Il me dit, moi, je ne veux pas qu'un mec rentre dans Kiabi et me dise, ah ben, j'ai pas trouvé mon produit. Donc, on est là pour l'aider à le trouver. On a des bornes, tu raconteras l'histoire là-dessus, pour que s'il ne le trouve pas, c'est soit parce qu'il ne l'a pas trouvé physiquement, soit parce qu'il est dans un autre magasin à côté, soit parce qu'on peut le trouver en ligne. Mais en tout cas, on doit être capable de trouver partout, tout le temps, ce qu'on cherche. Et ça, c'est vraiment une attitude que les consommateurs attendent aujourd'hui. Juste cette petite introduction pour dire que le commerce en magasin, c'est pas mort. Donc, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, je sais pas si... Mais en tout cas, les chiffres tendent à penser que c'est pas mort, qu'il y a encore un futur doré pour le commerce en magasin, que les gens aiment toucher, que les gens aiment essayer, mais que pour s'adapter aux nouveaux types de consommation, il faut réorienter son canal d'acquisition vers le client plutôt que vers le produit, en utilisant pas mal d'outils dont on va parler maintenant. Ok. Alors là, maintenant, j'espère avoir plus de questions. Donc ça, c'est la deuxième question. Pour conclure cette introduction, c'est, à votre avis, combien il y a de consommateurs américains qui déclarent préférer encore acheter en magasin plutôt qu'en ligne? Il n'y a que 3 réponses. C'était trop dur tout à l'heure. On n'a mis que 3, du coup. La technique, ça ne marche pas. On laisse tomber. Ah non, si ça marche. On a qui vote? Mais ça ne marche pas, ça veut dire que ça tourne dans le vide? Ouais, c'est peut-être un problème de réseau, je pense. Ça augmente, mais c'est ceux qui ont réussi à capter la page. Il faut relancer pour que... On arrive à 20 et... Ou pas. Ah, si, c'est bon. Bon, ça va. Ok. On va s'arrêter parce que ça avance pas très vite. Ok, combien il y en a qui déclarent... Ah ben voilà. Okay, là, vous êtes assez partagés entre 75 et 85. Il y a encore 75% des consommateurs qui déclarent, et c'est peut-être un chiffre élevé par rapport à ce qu'on imaginait, qui déclarent encore préférer acheter en magasin plutôt qu'acheter en ligne. Donc c'est un peu plus que ce qu'on imaginait. Ok. Pour conclure cette étape, le consommateur moyen aujourd'hui, alors évidemment ça dépend des cas et on va en parler, c'est pas exactement la même chose. Peut-être Denis pourra dire un mot là-dessus sur la partie assurance. Mais en gros, effectuer une recherche en ligne avant d'acheter. Il préfère globalement aller acheter en magasin. Et surtout, la dernière information, et là je veux bien que tu me donnes ta contradiction, il déclare être prêt à dépenser 6 fois plus en magasin qu'en ligne. Donc non seulement il préfère, mais en plus il préfère dépenser plus. Ça, c'est le monde, ça. Il préfère dépenser plus. Mais tout à l'heure, je racontais ça à Denis, il me dit, bah non, moi, c'est pas vrai. Donc tu peux expliquer, parce qu'il y a une petite nuance à donner. Alors en fait, c'est pas vrai, c'est en fait sur des différents échanges avec certains de mes confrères, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le commercial, quand il vend de l'assurance, il est persuadé que le client en face de lui va négocier le prix ou va être très agressif sur le prix, ce qui est souvent vrai, mais ce qui n'est pas toujours vrai. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que le commercial hésite parfois à faire une proposition de valeur qui soit un peu plus élevée en se disant, ben, comme ça, je suis sur un prix plancher.
Et on se rend compte que quand le client est l'internaute est face à lui-même, devant son écran, eh bien, il a le temps de prendre connaissance des options, des éléments de couverture, et il peut être amené, alors c'est pas 6 fois plus, mais il peut être amené à souscrire une offre qui est un peu plus élevée. Il y a quelques années, on pensait que le web allait promouvoir des offres low cost, uniquement low cost, et en fait, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ça c'est aussi un élément intéressant. Mais par contre, un petit mot peut-être, Emmanuel, chez vous. Oui, donc nous, pour l'achat en ligne en textile, le frein numéro 1, c'est pouvoir toucher le produit. Donc le client préfère aller en magasin pour le toucher. Et du coup, ça ne se voit pas tellement sur le panier moyen. Le panier moyen est pareil en ligne et en magasin. En revanche, la fréquence d'achat est plus importante en magasin qu'en ligne. Donc il y a peut-être une nuance à donner à ce chiffre quand il y a une interaction avec un commercial et que l'achat n'est pas un achat rapide comme un achat de textile. Alors, l'influence du commercial joue sur le montant qu'on est prêt à dépenser. Mais ou sinon, les gens sont quand même prêts à dépenser beaucoup plus dans le réel qu'en ligne. Un petit mot maintenant sur les deux choses. Donc, le web rooming, ça c'est ce que je viens vous raconter. Et juste une petite histoire. Moi, j'ai grandi dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, je sais pas, il y a sûrement beaucoup de Parisiens ici. Dans le 12e arrondissement de Paris, c'est l'arrondissement où il y a tous les magasins d'informatique. Il y a Surcouf et les magasins d'informatique, toute la rue Montgallet, etc. Donc quand j'étais petit, j'allais chez Surcouf, je prenais toutes les informations, puis ensuite, j'allais dans les magasins d'à côté qui étaient moins chers, et puis j'achetais mon ordi à côté en prenant les informations de Surcouf. Après, un peu plus tard, j'allais quand même chez Surcouf ou dans les magasins d'à côté pour prendre les informations. Puis j'allais sur ruemontgallet.com ou en ligne pour acheter. Donc ça, c'est exactement l'inverse du comportement qui est là. C'est ce qu'on appelle du showrooming. Donc on va dans la vraie vie, on touche, on se fait conseiller, puis ensuite on va acheter en ligne en pensant que c'est moins cher, que ça va rapporter. Et en fait, on se rend compte qu'à part dans l'high-tech, où ce comportement continue à exister, les gens font plus, parce qu'il y a une sorte de culture qui pense que dans l'high-tech, ce qu'on va acheter en ligne, ça sera moins cher que ce qu'on va trouver en magasin. Mais à part dans l'high-tech, le web rooming prend le dessus sur le showrooming. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans la différence entre les deux. Web rooming, c'est je cherche en ligne. Je cherche en ligne et je vais acheter en magasin. Le showrooming, c'est je cherche en magasin et je vais acheter en ligne. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a une importance énorme du web rooming par rapport au showrooming, sauf dans l'high-tech où ça continue à le faire. Juste maintenant, un mot, donc pour conclure tout ça, on se rend compte que c'est transverse, qu'il y a de l'omnicanalité dans tous ces sujets, qu'on ne peut pas traiter une personne que pour son comportement web et son comportement web et son comportement offline, que tous ces sujets-là sont des sujets qui se croisent, et donc on doit mettre en place des outils, c'est un peu dans la suite du sujet, des outils qui permettent de traiter l'omnicanalité. Donc il y a 3 outils classiques, simples, que vous connaissez, j'imagine. Je peux peut-être faire un petit sondage à main levée. Là. Combien d'entre vous, là ça marchera mieux, combien d'entre vous, sur vos sites respectifs, ont du store locator? Ok. Donc là c'est 100%, ça c'est bon. Et combien ont du click and collect? C'est moins. Et de la rendez-vous en ligne? Ok, autant. Ok, donc c'est quelque chose qui commence à être populaire. Store locator, tout le monde là. Click and collect, c'est une deuxième offre d'omnicanalité. Vous cliquez, vous faites votre achat en ligne et le magasin sert de dépôt, de point relais, etc. Et le rendez-vous en ligne que vous allez bientôt mettre en place. Alors, pas bientôt mettre en place, mais disons que l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que notre réseau de 1000 agents puisse demain gérer la relation directement avec des... Est-ce que tu peux dire juste un petit frein, pourquoi c'est pas si simple de mettre tout ça en place dans un réseau Alors d'abord, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est on est tous conscients que quand des couches informatiques succèdent à des couches informatiques, c'est toujours complexe à intégrer dans une grosse organisation. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux d'agents généraux sont plutôt indépendants. Et l'enjeu pour eux, c'est de maîtriser leur agenda. Donc il y a un vrai travail de conduite du changement et d'explication
sur le fait d'intégrer le fait que le client puisse demain plus facilement décider de ses disponibilités. Ok. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, pardon. Donc ça, c'est exactement les 3 exemples que je donnais maintenant. Ça, c'est des captures d'écran d'une des solutions que je présente ensuite, qui s'appelle Smart Traffic, mais il y en a d'autres avec les 3 options que je viens de raconter, Store Locator, Click and Collect et trouver un rendez-vous. Mais ensuite, on peut aller un peu plus loin. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Donc, il y a les 2 gros thèmes que sûrement vous faites déjà quand j'ai vu à main levée que tout le monde a un Store Locator, que la moitié de la salle a du Click and Collect et que peut-être l'autre moitié ne fait pas des produits, donc il n'y a pas de raison tellement d'avoir de Click and Collect. Est-ce que, par exemple, qui a des beacons en magasin? Ah, c'est quand même un peu plus rare. Là, j'en ai que 3 dans la salle. Qui a des plateformes d'in-store analytics qui vérifient ce qui se passe à l'intérieur du magasin et qui donnent des datas pour tout ce qui s'est passé à l'intérieur du magasin? Ok. Et du guest Wi-Fi, pour aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du guest Wi-Fi ici? Ah, quand même, c'est des choses qui commencent à se populariser plus que ce que j'imaginais. Donc le guest Wi-Fi, toutes ces sociétés-là, là, vous les voyez, ils sont petits, mais vous aurez les slides, permettent de faire connecter. Tout à l'heure, on va faire une vidéo de Kiabi. Peut-être tu peux dire un mot sur ce que vous avez mis en place là-dessus. L'idée chez Kiabi était de tester avec des clients des interactions avec une carte de feed qui contenait une puce RFID. Et on se dit que la limite, elle ne va pas tellement venir de la CNIL ou des réglementations, c'est plutôt notre client qui va nous exprimer ce qu'il ne veut pas faire. Du coup, on a voulu tester en vrai 3 interactions. Qui sont un check-in automatique avec la carte qui contient une puce RFID, donc qui permet de faire 20 points sur la carte de feed uniquement parce qu'on est venu et pas parce qu'on a acheté. L'autre, c'est je passe devant un écran et parce que on a reconnu la présence de ma carte et qu'on l'a associé à un score d'appétence produit, on va proposer une vidéo présentant les produits de l'actualité qui matchent avec l'appétence produit du client. Et la dernière interaction, c'est en passant à la caisse. Je n'ai pas à me montrer que je m'appelle Emmanuel Dénager et que je suis client fidèle. La caissière voit la photo de la cliente apparaître et pouvoir lui dire « Bonjour Stéphanie, on est content de vous revoir ». Est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur de la difficulté financière, temporelle, à mettre tout ça en place? C'est pas tellement financière, c'est réunir un data scientist, un immerge, quelqu'un de l'informatique, une solution technique pour avoir quelques... Il faut beaucoup moins d'argent que de personnes pour faire un test de ce genre-là. Et puis après, il faut trouver 30 clients suffisamment fréquents, suffisamment motivés pour tester ça et nous faire des feedbacks. Et on est content? Ben on est en train de décortiquer un peu les résultats. On a fait ça au mois d'octobre, mais c'est une belle expérience et les freins ne sont pas forcément là où on les imaginait. Ok. Peut-être vous poserez des questions ensuite si vous voulez sur ce sujet-là. On verra une vidéo là-dessus. Juste un petit mot sur le panorama du secteur. Donc ça, c'est les grands opérateurs. Est-ce que tout le monde s'y retrouve dans ces opérateurs-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé des opérateurs autres que ceux-là pour vos solutions? Ok. Il y en a qui construisent leur propre. Donc ça, c'est encore chez toi. Vous avez tout construit directement de vous-même? Oui, on a fait brique par brique, plutôt en les organisant en fonction des besoins clients. On a interrogé nos clients pour savoir ce qu'ils souhaitaient avoir en premier, et c'est le Product Locator qui est sorti en premier. Le Product Locator. Product Locator, c'est comme un store locator, mais par produit pour savoir pour le produit, savoir quelle est la disponibilité dans mon magasin le plus proche pour ce produit-là. Et ça, vous l'avez développé vous-même? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas choisi une solution du marché? Elles étaient trop loin? Trop cher pour nous. Ah, trop cher. Ça vous a coûté moins cher. Donc pour moi, il y a 3 paquets de solutions. Il y a les solutions du haut qui sont les solutions liées au CRM, au marketing, au distributed marketing. Est-ce que distributed marketing, ça parle à tout le monde? Stéphane, est-ce que tu peux les citer parce qu'au fond, on n'arrive pas à lire le tableau. Ok. Dans l'ordre, je les cite. Donc il y a SoClose, Proximis, Smart Traffic, Splio, Leadformance, qui est selon moi le leader. C'est lui que vous avez utilisé, vous? Oui, tout à fait. Oui. C'est une solution qu'on a déployée, qu'on va déployer très très prochainement. Et du coup,
On avait fait à peu près ce benchmark. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas analysés, mais voilà, on est resté très proche de notre besoin et des besoins de nos agents. Ok, Leadformance est édité par Solocal, non? Solocal. Ouais. Octipass, Cplay, Wind et Carvin Labs. Donc ça, c'est moi ce que j'ai analysé. C'est pas exhaustif. Il y a plein de petites autres entreprises qui ont des solutions qui recouvrent une partie de ce champ-là. Et pour moi, il y a 3 grandes catégories. Les catégories du haut, qui sont les catégories liées au CRM, au marketing, à l'acquisition. Donc là, ce qu'on a appelé CRM, Campaign Management, Distributed Marketing. Distributed Marketing, c'est pouvoir organiser des campagnes marketing différenciées selon les points de vente. Et pouvoir lancer des campagnes marketing différenciées selon la géolocalisation et la différence des points de vente. Est-ce que vous en faites? Non. Non? Et vous? Non? Un petit peu? Non, pas vraiment. Il y en a qui font du Distributed Marketing? Ah ouais, pas beaucoup. C'est pas encore très à la mode, mais en tout cas, c'est un sujet qui marche bien. Le deuxième paquet, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que moi, je mets dans le paquet Web to Store. Donc, ce qu'il y a dans le paquet Web to Store, c'est le click and collect, la e-réservation, le local SEO et le store locator. Donc, local SEO, c'est le référencement naturel, mais très lié à la ville pour acquérir des clients qui sont autour de nos magasins. Donc, click and collect, tout le monde connaît, e-réservation et store locator. Et puis, le troisième, c'est le paquet du bas sur le stock unifié entre le online et le offline. Tous ces sujets stock unifié, tous ces sujets de gestion de stock, tous ces sujets encore pire que ça, d'utiliser les magasins comme des stocks du web. Tous ces sujets qui vont être des sujets pour vous. Et donc là, il y a des outils qui permettent d'utiliser les stocks des magasins comme des stocks du web et de pouvoir aller chercher depuis les magasins des produits et les ramener vers les clients, même quand ils font des commandes web. Du clienteling. Le clienteling, c'est ce que Emmanuel nous a raconté. On commence vraiment tout au début, on commence à pousser un peu de l'information très digérée issue de la base data pour donner à nos vendeurs une synthèse de l'activité du client. Le clienteling, c'est comment on peut raconter à la personne qui vous reçoit ou au vendeur, au conseiller de clientèle, comment dans sa fiche, il va pouvoir savoir ce que vous avez fait en ligne, ce que vous avez fait offline, sa fiche, votre connaissance client 360, de quelle manière on lui remet et de quelle manière donc il va pouvoir adapter son discours à qui vous êtes. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous donnez une fiche à vos agents? Alors, pas encore en lien avec le store locator. Évidemment, on a des outils de CRM et évidemment, l'agent peut consulter ses fiches. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait online? Mais aujourd'hui, on n'a pas consolidé ces données-là. Maintenant, on est en train de mettre en place évidemment des data lakes et des éléments qui vont permettre de remonter ça dans des outils métiers. Et le store to web, peut-être tu peux nous expliquer ce que tu entends par store to web? Dans la partie que nous, on travaille beaucoup, c'est je sors de ma cabine, j'ai pas trouvé le produit exactement dans la taille ou dans la couleur. Du coup, il y a une borne tactile qu'on a pensé plutôt grand écran pour être piloté par 2 personnes, le vendeur et l'acheteur. Et la conseillère de vente, pour le client, va faire une e-réservation qu'il pourra récupérer dans le magasin sur la couleur ou la taille qui manquait. Ok, donc c'est un peu dans l'autre sens. Essayer justement de ne pas perdre, de faire une transformation à 100% une fois que le client est rentré dans le magasin. Comme on l'a dit au début, ça veut dire qu'il veut quelque chose parce qu'il a déjà fait l'analyse sur le web, il ne trouve pas sa taille, il ne trouve pas son produit, il ne trouve pas ce qu'il a voulu. Donc on le dirige soit vers le web, soit vers un autre magasin, soit vers une autre date pour qu'il puisse l'avoir. Est-ce que l'ensemble des sujets qui sont là, c'est des sujets qui vous parlent? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair? Quand j'ai le silence, ça veut dire que personne n'a compris en fait. Mais... Si, c'est bon pour tout le monde? Ok, est-ce qu'on peut essayer de lancer la vidéo de Kiabi et ensuite je laisse la parole à chacun d'entre vous pour raconter un peu son histoire avec le Web to Store et ce qu'il a mis en place? Bien joué.
Est-ce que tu peux commenter un petit peu ce qui s'est passé, raconter l'histoire? C'est un peu que tu nous as commencé à introduire là-dessus. Donc en fait, on aime bien chez Kiabi mettre entre les mains de nos clientes nos futures idées pour voir si c'est des vraies bonnes idées ou si c'est des choses trop compliquées pour nos clientes. Et on a donc choisi 30 clientes très fréquentes dans le magasin de Beauvais. On leur a donné une carte de feed qui avait cette puce RFID et on leur a fait jouer ces 3 scénarios-là. Et après, on les a interrogés, on les a fait vivre l'expérience pendant un mois. Et à la fin de ce mois, on est venu les interroger, leur poser des questions, leur demander leur point de blocage, ce qu'elles avaient apprécié, ce qu'elles trouvaient trop dérangeant, pour donner juste un petit élément de cuisine. Le plus dérangeant pour elles, c'est de passer devant l'écran. Ça paraît évident, en tout cas, on voulait le mesurer. Je passe devant l'écran et on me fait « Coucou Stéphanie ». Me faire de la perso sur un écran qui est affiché pour tous les autres visiteurs du magasin, c'est pas très apprécié. Ça leur a pas plu? Trop. Le prénom, et pourtant c'est des très bonnes clientes, aussi interpellées dans le magasin avec le prénom fonctionne pas. Interpellées avec le prénom en caisse, ça passe très très bien, mais pas dans le magasin. Ok, et aujourd'hui vous pensez à l'industrialiser? Oui, le scénario de la caisse est un des meilleurs scénarios. Le scénario du check-in est très demandé par nos clientes. Gagner des points, pas uniquement par une transaction, mais aussi par une visite. Ok, et d'un point de vue technologique, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place? Comme on n'avait pas d'argent, on l'a fait avec des partenaires. Donc on a travaillé avec la société Ubuntu qui nous a lancé un peu ce cas d'usage, et avec Oberture pour avoir des douches RFID, une carte RFID. Et donc aujourd'hui, on a juste mis du monde sur le sujet, mais pas encore beaucoup d'argent. Et c'est un gros investissement ensuite, si on veut l'industrialiser? Nous, c'est le fois 500, puisqu'on a 500 magasins, qui à chaque fois compliquent un peu la donne. Ok. Est-ce que toi, tu peux nous raconter où vous en êtes? J'ai compris que vous allez lancer quelque chose. Voilà, le 15 mai à 15h15. Voilà. Donc on a le projet du Store Locator. En fait, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on a construit la vision du site agent avec nos agents. On l'a construit également avec nos clients. Il y a eu des questionnaires, des interrogations qui ont été vraiment fortes et marquées. On a appris aussi que, d'abord, il y a quelques éléments importants à signaler. C'est qu'aujourd'hui, les 30% des recherches qui sont faites sur le web sont faites en mode local, donc le nom de la ville plus le produit. Qu'aujourd'hui, la recherche sur les smartphones mobiles a dépassé la recherche sur desktop. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le click to action, qui consiste à avoir accès à l'adresse, au numéro de téléphone, à l'itinéraire, sont des éléments qui sont des must-have. Et du coup, partant de là, on a construit la vision en mode conduite du changement avec les agents. Il y a une certaine réticence, il faut le dire, puisque aujourd'hui, Internet, aujourd'hui dans cette salle, tout le monde y est très très sensibilisé. Mais il faut réussir à convaincre des agents qui ont toujours cette peur, des agents ou des réseaux de distribution au sens large, qui ont toujours cette peur de se voir submergés par des ventes Internet sur lesquelles ils n'ont plus la main. Du coup, l'enjeu est vraiment de revenir sur une approche pédagogique, objective, ouverte, et que effectivement, le principe de la distribution totalement dématérialisée n'est pas aujourd'hui la réalité. Donc, une fois qu'on a un peu désacralisé la vision de distribution par le web, on a suscité l'adhésion, et donc le projet va être lancé là dans les 2 semaines et demie. Là, j'ai pas mal de vibrations dans ma poche. J'espère que tout va bien. La crainte était d'être submergé de demandes? Non, pardon, pas submergé de demandes, submergé par les ventes web hors réseau. Mais en quoi le Store Locator ferait ça? Eh ben non, le Store Locator ne fait pas ça. Le Store Locator est censé générer de la visite et du contact entre l'internaute et l'agent. Donc c'était une fausse crainte sur ces sujets? Ils ont évidemment, compte tenu de l'évolution de l'ubérisation, des modèles qui explosent et autres, ils se sont dit demain on n'a plus notre rôle à jouer dans la distribution d'assurance, et il a fallu les rassurer et leur expliquer que non, 90% des ventes se font en magasin, et que du coup il y a un vrai enjeu de la relation à créer. Et donc du coup il y a un vrai message aussi du rôle de l'agent à développer dans la relation avec le client ou le prospect. J'ai une dernière question, parce que je reporte un peu
les propos sur lesquels on travaille avec Smart Traffic, qui est une des solutions qui est là. Le sujet supplémentaire, c'est l'analyse en fait des données offline et online et essayer de les consolider. Donc avec la carte RFID, on y arrive plus ou moins puisqu'on sait quelle est la consommatrice quand elle rentre dans le magasin. Est-ce qu'on consolide aussi son comportement online? Oui. C'est la même base, on suit les deux achats. Ok, donc la question est de savoir, et vraiment c'est la question d'après, c'est de savoir comment vous allez reconnaître quelqu'un qui s'est baladé sur Internet quand il rentre dans le magasin. Est-ce que vous pouvez le reconnaître avec son smartphone? C'est pour ça qu'il y a des solutions tout à l'heure d'analyse avec du guest Wi-Fi qui vous permettent de voir ce qu'ils ont fait avec leur smartphone, de récupérer les données des smartphones et peut-être de consolider avec un comportement online et de faire une sorte de cookie qui soit un cookie online et offline, qui ne soit pas qu'un cookie online et qui vous permet d'avoir une analyse 360 du comportement de la personne. Parce que forcément, les personnes qui rentrent aujourd'hui dans les stores ont eu un comportement mixte. Et si vous savez qu'elle a passé 3h30 sur le site la veille à se balader sur toutes les pages, ce n'est pas pareil que si elle n'est jamais venue ou si elle a passé 2 minutes ou si elle a été jusqu'à l'acte d'achat et puis qu'elle n'a pas commandé. Et aujourd'hui, c'est des comportements que vous n'avez pas. Donc, il y a, en même temps que mettre en place tous ces outils-là ou une partie de ces outils-là, il y a une politique d'analyse des données online et offline qui permettent de le faire. Est-ce que... on me coupe la parole. Est-ce que vous avez des questions? Des questions pour nos deux intervenants? Il nous reste 2 minutes pour les questions. On a une question ici et une autre là-bas. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Marie-Pierre Lacoste, je travaille chez Boursorama, donc rien à voir avec la thématique, c'est juste que ça m'intéresse à titre personnel. On a parlé beaucoup de web to store, mais rien de mobile to store. Alors, est-ce que c'est parce que vous l'incluez globalement? Oui. Ouais. Tout ça, c'est mobile. Ok. Donc, question pour Kiabi. Kiabi, vous avez aussi une application où on peut, comme tous, télécharger la carte de feed. Du coup, quel est l'intérêt de la puce RFID versus l'appli? Et est-ce que c'est disponible dans ces cas-là, le parcours client est le même dans les deux cas, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas? Donc on part toujours du client et quand, en fait, je vais vous mimer une cliente dans un magasin. Donc elle a son sac à main, elle a dans l'autre main son enfant. Si en plus elle a le smartphone, c'est comme ça. Donc ça marche pas. Donc elle préfère avoir une carte avec une puce RFID qu'elle a dans la poche, qu'elle n'a pas besoin de sortir. Et l'expérience est plus agréable pour elle plutôt que de passer par l'appli. Le monsieur là-bas. Oui, mais du coup, si l'interaction ou lui envoyer un message sur le téléphone, elle n'aime pas trop puisqu'elle est obligée de sortir son téléphone, regarder ce qui se passe. Oui, tout à fait, elle ne l'a pas tellement apprécié. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Olivier Masvel, Brand Advocate. J'ai juste une petite question par rapport à l'industrialisation. Vous n'avez pas parlé de la personnalisation de la personne qui passait devant un écran. Est-ce que c'est pas rendu possible? Est-ce que c'est compliqué sur des périodes de trafic assez importantes? Parce que vous avez parlé du checking. La personnalisation au niveau de l'écran, c'est quelque chose que vous allez industrialiser? Oui, c'était dans le cas d'usage. En fait, ça va être industrialisé. Au-dessus de l'écran, il y a aussi une douche RFID qui reconnaît la présence de la personne devant l'écran et qui lui déclenche une vidéo personnalisée en fonction de ses goûts. D'accord. Mais ça leur a pas plu, c'est ce qu'il disait. D'accord. Et sur des périodes de trafic importantes, ça risque de pas poser nécessairement de problème? C'est tout l'intérêt de le faire en vrai. S'il y a 30 personnes qui ont une carte de fil avec une puce RFID et qui sont venus chacun à leur tour, ça se passe bien. S'ils sont les 30 devant l'écran, c'est plus compliqué. Ouais. D'accord, ok. Merci. Il y a une autre question juste là. C'est la dernière? Je sais pas. Ah non, c'est toi qui dis. Oui, bonjour, Patrick Groff, Prestalis, les points de vente de presse. Est-ce que vous avez testé des interactions avec un écran tactile en point de vente? Et sinon, pourquoi? Oui, je crois que ça c'est pour toi. Oui, en écran tactile vente. Donc ça c'est sur la partie je fais une commande. On a aussi fait des tests de je me prends en photo à la sortie d'une cabine d'essayage et je partage cette photo sur les réseaux en associant mais ça apparaît pas dans le film, donc ça veut dire que ça a été écarté ou... Là, je vous ai montré c'est le dernier qui a été fait. Ça fait 3 ans qu'on fait des tests de ce genre-là et on a 7 scénarios différents qui ont été testés. Juste pour compléter, il y a pas mal d'expérimentations
de chatbot sur écran tactile, justement là-dessus. Donc, si vous voulez, on peut en discuter de comment on peut utiliser des chatbots sur écran tactile ou comment on peut même utiliser des chatbots sur Messenger, qui est la plateforme sur laquelle il y a plus de chatbots aujourd'hui, et qui vous permettent justement de faire le conseiller clientèle in-store dans une interface online. On a le temps pour une dernière question avant de la conclusion. La conclusion. Okay, il faut dire quelque chose. Il faut faire une conclusion. Non, mais un mot de conclusion. Un mot. Mais ben merci. Merci. Merci Stéphane. Merci à vous deux. Merci de votre retour d'expérience. Et ben, merci à tous. Ok, alors maintenant c'est le temps où vous allez pouvoir être en rendez-vous one-to-one. Donc c'est dans la salle là où on a déjeuné. Et ensuite, on se retrouve à 16h pour parler DMP. Merci à tous les trois, bravo. Merci. On peut les applaudir.